139 minutes sans chichi dans votre téléviseur et nous allons passer ensemble la meilleure soirée de votre semaine, voire de votre histoire de vie. Je reçois un chanteur extraordinaire, un peu chat, un peu hibou, coiffé comme un héros de dessin animé clair-obscur. Il s'appelle soit M, soit Mathieu Chédid. Il a une voix de paradis, un univers fascinant. Tout son parcours est une mélodie excentrique et gracieuse. Mathieu Chédid nous raconte ce soir son nouveau disque, sa passion pour la guitare, sa famille extraordinaire et ses légumes oubliés. Au menu aussi, les excellents Dan Gagnon et Olivier Frépon, tout fourrés de leurs idées rigolotes et brillantes. Mesdames et messieurs, il est grand temps de laisser éclater votre joie. Voici Mathieu Chédid. Quelle ambiance, hein? Bonheur absolu. Incroyable. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est une chance, le public s'en rend compte, c'est une chance de recevoir, à mon avis, l'un des artistes les plus talentueux que j'ai jamais touché. Je peux vous toucher un doigt? Juste un doigt. Je vais commencer par un. Voilà, je prends celui-là. Waouh. C'est le plus important. Ben oui, je m'en doute en plus. C'est vrai, il est quand même un peu. Ouais. Il est majeur cet index. Et c'est avec des doigts comme ça que vous êtes devenu l'homme le plus primé de l'univers aux victoires de la musique. Non, mais c'est vrai. Vous êtes le recordman des victoires de la musique en France. Alors, il paraîtrait que, puisque Alain Bachung a gagné encore une victoire cette année... Oui, bon. Bah non, mais je crois que... Ouais. Enfin, bref. En tout cas, c'est pas une compétition. Alors, cette disons chose-là. l'homme vivant et le plus primé, on va dire ça comme C'est ça. vrai que c'est moins drôle tout de suite. Oui, oui, mais vous plombez le bazar, quoi. Moi, je suis là en train de dire Non, c'est 13 victoires. Oui, mais c'est une façon de parler d'Alain Bachung, ça j'aime bien. D'accord, ça c'est vrai, c'est Mais- toujours un bonheur. Mais non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que, alors, surtout pour un cancre comme moi, qui a toujours été le dernier de la classe, c'est assez drôle. Là, vous remportez le gros lot. 13 victoires, ça porte malheur, non? 13, il faut vite Moi, une 14e. Non, j'adore le 13, moi. Ah, ok, Ça, on peut c'est rester mon là. chiffre. Ouais, ça c'est juste pour dire Ah, non, que non, si c'est jamais vrai. vous en gagnez plus jamais, vous avez... Non, pas du tout, parce que c'est le 13, la 13e lettre de l'alphabet est un M. Alors, on va reparler du chiffre 13, on va reparler de ce M et de l'être infini, votre 10, parce que le 13 et les lettres et tout ça, Ouais. c'est très important pour vous. Ouais. Nouveau disque sorti le 25 janvier. Vous les méritez quand même pas mal, hein, vos 13 victoires. La preuve par ce mini magnéto qui enfile quelques-uns de vos plus merveilleux succès. M comme medley d'une classe folle. C'est parti. Des sons de M, Mathieu Chédid. M comme merci pour tous ces sons-là. M aussi comme maintenant j'arrête. Hein, maintenant, j'arrête, voilà. Et cela dit, M ou Mathieu, comment est-ce qu'on vous appelle? Mathieu, là, ça serait mieux. Oui, mais Enfin, j'aime bien aussi. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais Ouais. M, alors c'est le personnage scénique? C'est ça. C'est quand je suis sur scène, effectivement, c'est l'idée de se rappeler que tout ça est un jeu aussi. Et j'ai besoin de mettre une certaine distance, un masque, en fait. Parce que je suis D'accord. un enfant, quoi. Un enfant, un vieil Non. enfant? Pardon, Ça, je le fais qu'une fois, ça. Non, J'en ai non, deux. c'est une plaisanterie en Je rapport sais, avec je le sais. fait qu'on s'est vu hier pour le Facebook Live et que c'est vous hein, qui avez parlé du vieil enfant qui De s'amuse. l'enfant vieux, ce qu'il L'enfant vieux, c'est encore différent. beaucoup plus chouette. Non, c'est beaucoup plus joli, effectivement. Enfant vieux. Alors, comment se fait-il, on a vu ces images, on en a d'autres ici dans notre écran, comment se fait-il que si moi je m'affublais des mêmes costumes que vous, j'aurais l'air d'une psychopathe kitsch? Non, mais les gens se foutent de ma gueule aussi, hein, t'inquiète pas. Non, mais quand même, il y a un secret. En plus, j'imagine que c'est quand même aussi un tout petit peu une stratégie de grand timide, de Ouais. mettre un masque ou de mettre un Le costume. pire, c'est qu'on me force pas. Hein. Ah non, j'imagine, c'est vous. Alors, de quoi il retourne, finalement? Bah non, c'est l'idée surtout d'être libre et de ne pas se mettre forcément des limites, quoi. On est quand même dans un monde assez lisse où le moindre truc qu'on dit est tout de suite fustigé par tout le monde. Enfin, je veux dire, un peu de liberté. Alors là, effectivement, il n'y a rien de très violent hein, dans ce message. C'est plutôt un message de tendresse. Mais je crois que je vis poétiquement. J'ai la chance, grâce à ma grand-mère, entre autres, et à ma famille, d'être... Votre grand-mère André oui, Chédid. ma grand-mère André Chédid, Ouais. que je vous invite tous à découvrir, ceux qui ne connaissent pas. À lire, C'est ouais. effectivement ces poèmes et ces romans qui sont exceptionnels. C'est de très loin, pour moi, la plus grande artiste de la famille. Mais elle nous a protégés, inspirés aussi beaucoup. Et c'est vrai que voilà, je vis poétiquement. Donc, c'est des petites propositions poétiques dans ce monde de brut. C'est génial de pouvoir dire « je vis poétiquement ». J'espère un jour être assez grande, ou petite, ou enfant vieille, pour pouvoir réussir à dire « moi, j'ai décidé de vivre Mais c'est surtout que poétiquement ». c'est Edgar Morin, un philosophe que j'aime beaucoup, qui dit que vivre poétiquement, c'est pas faire de la poésie, c'est un regard sur les choses. Et effectivement, tout est magique. Et on a tendance à voir les choses d'une manière aussi un peu triste, parfois un peu dure. Mais je pense que
la vie est merveilleuse aussi, faut pas l'oublier. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie d'un verre de vin? C'est très poétique aussi. On va faire ça, on va prendre l'apéro, c'est ce que je vous propose. On fait toujours ça au début de cette émission. Je demande à Mégane de nous apporter un petit verre. C'est une de vos boissons fétiches, normalement. Donc un verre de vin, je crois bien que c'est... Merci beaucoup, Mégane. Il a un nom pas mal, si c'est celui-là. Je crois bien que c'est... Merci. Parfait. Voilà. Oui, c'est bien lui. Vous n'êtes pas plus du vodka, là. C'est un chasse-pline. Chasse-pline, effectivement, le nom est merveilleux. Désolé, c'est honteux. Oui, c'est toujours la même chose, on est toujours embarrassé auprès de notre public. Mais sachez qu'ils ont tous chacun dans leur poche une petite flasque de whisky et qui boivent des petits coups régulièrement. Donc ils ne sont pas en reste. Chasse-spleen, donc c'est le nom d'un grand vin. Mais le spleen, c'est un truc qui vous touche, qui vous amuse. Enfin, c'est pas amusant, c'est la mélancolie, bien sûr. La mélancolie, c'est quelque chose d'assez indispensable dans la créativité, je pense. Parce qu'on a besoin... L'inspiration vient évidemment de la joie profonde et de la tristesse. On écrit souvent ses plus belles chansons d'amour dans des moments de désespérance. Et donc la mélancolie est très très liée à la musique et à l'inspiration. Et j'aime bien ce mot, je ne sais plus si c'est portugais, saudade ou je ne sais pas comment on dit. Oui, c'est portugais, je pense. C'est la mélancolie heureuse, quoi. C'est une autre... Il y a une dimension plus subtile dans la mélancolie, parce que c'est pas forcément... Je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, mais je pense que c'est nécessaire à l'inspiration. Oui, c'est vrai que spleen, ça veut dire la rate en anglais. Exact, c'est vrai. C'est tout de suite un peu moins sexy, mais bon, on a dit poésie partout, poésie dans la rate aussi. Rimbaud est un bon exemple de quelque chose d'un peu cru et en même temps de quelque chose de très, très poétique à la fois. Enfin, Baudelaire encore plus. Oui, tout à fait. C'est le spleen Baudelaire. On est quand même obligé de goûter des... Honorer. Allez-y, honorez seulement. Enfin, c'est bizarre. Honorez le vin. Et moi, pendant ce temps-là, je décris le menu de l'émission. Il faut le laisser un peu respirer. Mais il est pas si bien. Il est très bon. Mais je vais le secouer violemment, comme ça, il va bien respirer. Tiens, prends ça, bon vin. Ah, voilà. Et j'ai un ami sommelier, quand il faut faire respirer le vin, il a aucune gêne. Il met ça dans une grosse cruche et il secoue violemment. Et c'est un sommelier très bien. J'embrasse Eric Boschman, il fait ça sans aucune vergogne. Menu de la soirée. Alors, il y aura du live. Merci déjà. Non, c'est rien. Car à l'occasion de la sortie de ce disque L'être infini, publié donc ce 25 janvier, vous allez nous interpréter Super Chérie, le single qui est en vigueur en ce moment. Vous annoncez un disque sur lequel, justement, vous faites un tout petit peu tomber certains masques. On parlait du masque, mais celui-ci est peut-être moins masqué, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, il y a quand même effectivement cette idée d'un casque d'or comme ça, parce que c'est un peu l'âge d'or de quelque chose pour moi. Ça célèbre plein de choses, cet album. Mais effectivement, sur scène, je suis affublé de ce masque, de ce casque, pardon. Mais d'autres choses aussi, parce que c'est un peu les 20 ans aussi de M. Et donc, on retrouve un peu pas mal de choses de mon histoire dans ce spectacle. Et quelque part dans ce disque aussi, puisque j'ai eu une envie d'intimité pudique, mais de raconter des choses qui viennent vraiment de ma vie intime. Et surtout sans masque, c'est-à-dire en donnant des prénoms, des choses plus directes. Billy, par exemple, votre fille, qui chante aussi avec vous, on va en reparler bien sûr, ou votre chat Happy, qui est un personnage aussi du disque. Et c'est vrai que vous nommez les êtres, finalement, avec précision. Alors, deux yeux, je continue le programme. Quand vous la prenez entre les doigts, elle frémit, elle se fait fondante et triomphante à la fois. Je parle de votre guitare, bien sûr, et pas d'autre chose ni de moi. Ce soir, vous allez improviser avec votre guitare. En plus du live, on va bénéficier d'un petit moment où vous serez juste à la gratte. Et il y aura peut-être même un petit bout d'artiste belge au menu, si vous voulez bien. J'espère bien. D'accord, donc ça s'annonce absolument merveilleux. J'aime les artistes belges. Ah oui? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est votre dernier coup de cœur? Puisque vous me dites que vous aimez les artistes Roméo Elvis, que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il a une vraie énergie... Et c'est sûr, ce que je trouve fascinant, c'est que les artistes belges sont souvent des chanteurs français très populaires aussi parfois. Et ça donne... Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas la même sensibilité, la même culture. Et c'est quelque chose qui me touche en général. C'est vrai que pour l'instant, on le voit, les artistes belges s'exprimant en français, cartonnent en France. Il y a une espèce de... Je pense qu'il y a quelque chose qui me plaît aussi, c'est le fait qu'on se prend peut-être un peu moins au sérieux ici. Je sais pas, je vois avec vous. Mais... Moi, je suis l'être le plus sérieux de l'univers, hein. Tout à fait. Non, et je pense que c'est qu'on a besoin... Enfin, moi, j'aime ça. Moi, je suis rassurée avec ça. Et effectivement, la petite Angèle, là, dont on parle beaucoup en ce moment, ça me réjouit parce qu'il y a de la fraîcheur, il y a de l'intelligence. Elle n'est pas si petite que ça, elle fait au moins votre taille.
C'est vrai. Oui, absolument. Mais elle est très jeune. Non, mais elle est très jeune, c'est vrai, mais elle est fantastique, on l'adore Ouais. aussi. Et on est très content de vous envahir doucement c'est bien. grâce à nos artistes. C'est Et vrai. puis, 3 je continue notre programme. Vous allez aussi nous révéler que parfois, vos ongles sont tout noirs parce que vous trifouillez dans l'humus. Il y aura peut-être un petit atelier potager Ça, on va se marrer. au menu. Donc, c'est vrai, hein, vous aimez ça, hein, vous mettez les doigts dans le terreau et tout. Je suis un peu débutant, mais en tout cas, oui, je tends vers ça. D'accord, vous y tendez. C'est très, très bien. Donc, c'est un peu le programme de la soirée. Dans peu d'instants, nous allons nous rouler dans votre talent de guitariste grâce à un jeu moderne. Et puis, tout de suite, eh bien, je vous propose un petit morceau de plaisir. Comme ça vous permet de flûter doucement votre bon vin. Atelier plaisir, disais-je, avec la bio d'Olivier. Il s'agit d'un chroniqueur de compétition qui met son talent au service de vous. Il vous présente donc votre vie, revue et corrigée par le prisme d'une émission musicale. Toute ressemblance avec un magazine de Arte n'est nullement fortuite. Toute la grâce et la majesté de ce danseur illustre. Mais avant cela, revenons sur le parcours d'un chanteur et musicien exceptionnel, né à Boulogne-Billancourt le 21 décembre 1971. Focus sur Mathieu Chédid. Il a foulé les plus belles salles, joué avec les plus grands. Il est lui-même un grand, mais c'est oublié qu'il a un jour été petit. Les Chédid, c'est avant tout une famille, avec une grand-mère écrivaine, lauréate du Goncourt de poésie, un père, Louis, chanteur à moustache. Décidément, les 4 enfants Chédid évoluent dans un milieu artistique. Mais le chemin aura été long jusque-là. Mauvais élève, Mathieu est passionné par la BD dans un premier temps, puis il découvre la musique et la guitare. Philou Magouille, chroniqueur et rédacteur en chef du magazine Les Infolk, nous raconte ses débuts. Je dirais que l'adolescence est une période vraiment charnière pour lui. Il est plus tout à fait banal, mais il n'est pas encore tout à fait génial. Disons qu'il a surtout des bonnes influences, tu vois. Ça va de Django à Led Zepp, en passant par les Beatles ou Jimi Hendrix. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme tout ado de 14 ans qui joue de la guitare, il monte un groupe. Le nom, Les bébés fous. qui deviendront ensuite les Poissons Rouges. Ces 2 acolytes dans l'aventure ne sont autres que Pierre Souchon et Julien Voulzy. Oui, ce sont les fils, oui. Pas des noms de sosies foireux. Le groupe rencontre son petit succès et pourrait partir en tournée, mais papa Chédid freine des 4 fers, jugeant qu'à 17 ans, son fils n'est pas prêt. Il faudra attendre 7 années de perfectionnement pour voir naître le projet musical d'une vie. M, une expertise, un style, une coupe. Mais non, c'est débile. Une coupe de cheveux reproduite aujourd'hui à l'infini dans ce salon parisien. Mais moi, j'ai pas vraiment participé à l'élaboration de la coupe de cheveux à proprement parler. Hein. C'est plus une idée vraiment de jeune adulte qu'il a eu tout seul dans sa chambre, au fond. Donc voilà, M comme la première lettre de son prénom. On est sur un truc qu'on voit assez déstructuré, vraiment très excentrique. Et ça tranche avec sa personnalité, son moi profond qui est plus intérieur, plus réservé. Parce que Mathieu Chédid, c'est aussi ça, pour finir, c'est une double personnalité. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué dans sa chanson « Qui de nous deux ». Mais alors, dans le jargon vraiment, véritablement de la coiffure, en termes plus technico-techniques, on appelle ça une coupe de merde. Mais bon, il aurait pu s'appeler Quentin Walter. C'est déjà ça. M, c'est avant tout un succès d'estime. Mathieu Chédid est reconnu par ses pairs pour ses talents de guitariste, une guitare avec qui il a une relation fusionnelle. Viens dans mon épaule, joli tas d'ingrat, tu me fous la gueule. C'est cochon. Quand le talent est là, le succès n'est jamais loin. Mathieu devient celui qu'on aime. Première télévision, et tout le monde connaît sa chanson, il y a un truc. T'es magicien ou quoi? Ouais. Ça se voit pas, non? Oui, il y a un côté. Il détient le record de récompense aux victoires de la musique devant Bachung. En 2010, il est vu par Paris Match comme une des 10 personnalités de l'année, côtoyant entre autres Raphaël Nadal ou Benoît XVI. Oui, bon, ça, c'est moins... Oui. Mathieu Chédid sait s'entourer, mais il inspire aussi les autres artistes, comme Olaf Frisk-Dask, le célèbre DJ danois. Celui qui a remixé l'intégralité de l'œuvre de M en version techno, nous parle de l'admiration qu'il a pour l'artiste. Oui, c'est un guitariste incroyable. Avant même d'être chanteur, les gens se bousculaient pour travailler avec lui. On a une personnalité assez semblable, en fait. Par exemple, il s'intéresse à la permaculture et aux légumes oubliés. Et moi, j'adore les carottes râpées. Il aime aussi l'Afrique, le Mali, c'est sa deuxième maison. Et moi, de mon côté, j'ai un ami noir. D'une curiosité incurable, Mathieu Chédid est un incorrigible touche-à-tout. Il est protéiforme, j'ose le dire. Il a eu la carrière qu'on connaît, puis il y a eu des projets vachement variés sur le côté, quoi. On a du spectacle d'enfants avec le Soldat Rose, on a du Cinoche, c'est lui quand même qui est derrière la BO de Ne le dis à personne.
Il joue aussi comme acteur hein, dans Les Petits Mouchoirs. Il travaille aussi bien avec des pros qu'en famille. On se souvient tous de ce projet familial qu'ils ont eu en 2015. Album enregistré, tourné et tout le tralala. Il s'essaye au rock, au rap, au funk, aux rythmes africains. Il va là où on l'attend pas et on en a de nouveau la preuve avec son nouvel album où il nous emmène dans un univers encore différent de ce à quoi il nous a habitués. Quoi. Ok, merci. Ok, on a fini. Énorme. Voilà. Un numéro spécial de Truc. On est sur la chaîne Taré. Bien espéré, notre Olivier Crépon, qui a tourné à l'ICP. l'ICP, studio bruxellois, que vous connaissez très bien. Hein. Ça a été même une première séance de guitariste. Voilà. J'accompagnais une chanteuse qui s'appelle Nina Morato. Oui. On a même fait l'Eurovision ensemble à une époque. Et ça a été incroyable cet endroit pour moi. Ça a été vraiment un endroit de rêve, parce que quand tu es musicien, tu arrives les mains dans C'est un les... studio à Bruxelles, oui, je précise, effectivement. Non, c'est moi qui ai oublié de le préciser. C'est un studio bruxellois, mais dans lequel beaucoup d'artistes français exactement, et c'est vrai que c'est un des rares studios où tu arrives les mains dans les poches, parce que tu as une centaine de guitares, une collection de guitares incroyable, sans parler des amplis, des batteries, de tous les instruments. Et c'est un rêve, cet endroit. Oui, on est fiers de l'avoir. Je salue John et toute son équipe. Ah, ben voilà, bisous à John. Alors, je reviens un instant sur le début de votre parcours. Vous le disiez vous-même, vous avez été plutôt cancre à l'école. Vous étiez dans un... Quand c'est vous qui le dites, ça va, et quand c'est moi qui dis, ça va pas, ou quoi? Non, pas du tout. J'assume vachement. Alors, parce que ça peut donner un peu d'espoir aux cancres. Mais mine de rien. Mais non, mais mine de rien, mais c'est la vérité, quoi. À tous les cancres qui nous regardent, regardez un peu ce qu'on peut devenir aussi avec de la foi, avec de l'envie, avec de la passion. Vous étiez dans la même classe que Thomas Dutronc. C'est vrai. C'était un bahut spécial fils d'eux ou non, c'était un hasard. hasard. C'était non, écoute, c'est vrai que j'ai été effectivement parce que je pense à Pierre Souchon, mais j'ai jamais été. Il n'était pas à l'école avec vous. Non, Thomas, c'est vrai. Non, c'est parce qu'on était dans le même quartier et que c'était le collège Sévigné, effectivement. D'accord. Et lui, il était aussi dans Alors, le lui, par fond... contre, était le premier de la classe. Ah oui, c'est vrai. Que Thomas, c'était infernal. Il a toujours été premier de la classe. C'est un bosseur incroyable. D'ailleurs, c'est marrant parce que lui est plus Django Reinhardt et moi Jimi Hendrix, mais ça a toujours été l'opposé de moi à ce niveau-là. Mais non, c'est vous qui vendez plus de disques que lui aujourd'hui. Pas sûr. Donc en tout cas, vous avez eu cette scolarité qui vous a pas plu. Du coup, c'était pas gai l'école, ou bien vous tiriez votre épingle du jeu et vous étiez. Non, comment ça se passait? C'était une petite souffrance parce que j'avais un petit wagon de retard à chaque fois. Je comprenais pas grand-chose. J'étais assez inapte à la compréhension de ces choses-là, et comme si c'était pas fait pour moi, quoi. Je sais pas comment dire. Et globalement, l'adolescent que vous étiez, il était plutôt bien dans sa peau, ou alors c'était... un mélange des deux. C'est-à-dire que j'étais effectivement très entouré d'amis, et la musique arrivée vers 13-14 ans, ça a été vraiment une joie dans ma vie, mais quand même assez incomplexé, effectivement, timide à la fois, et délirant en même temps, quoi. Un peu ce que je suis aujourd'hui, en plus mature. D'accord. En plus vieux? C'est comme ça qu'on disait? Pardon, c'est une allusion au fait qu'on a dit ça tout à l'heure. Excusez-moi. Si jamais vous nous prenez, je ne suis pas en train d'insulter Mathieu Chédid, que je trouve merveilleux, surtout pour son grand âge. Non, pardon, c'est pas ça. Alors, pas du tout. Non, vous êtes magnifique. Et alors, justement, vous le dites, à un moment, vers 13-14 ans, la guitare entre dans votre vie. Oui. Au début, c'est une guitare à une corde. Expliquez-nous. Je sais que vous consacrez une chanson sur le nouveau disque à cette guitare à une corde. C'est-à-dire en fait, j'étais avec Pierre Souchon, Julien Woolsey, on allait... et d'autres copains, et on allait squatter donc la maison de campagne des Souchons. Ouais. Et effectivement, il y avait une guitare d'Alain Souchon, une guitare électrique, a priori une Gibson SG, où il restait qu'une corde dessus. Et donc, je faisais les balbutiements de guitare avec ça, comme des riffs de guitare. Et on réveillait un ami d'Alain Souchon qui s'appelle David McNeil, grand auteur, etc., fils de Chagall, quand même, le peintre, et qui a écrit des chansons magnifiques, et qui était extrêmement colérique, parce qu'on le réveillait pendant sa sieste. Et un jour, il vient me voir, il en peut plus, il me dit « Mathieu, maintenant, t'arrêtes ça, tu prends la guitare ». Il me dit « Maintenant, je vais t'apprendre ce que c'est que la guitare ». Et il m'apprend les accords fondamentaux de guitare. Mais donc, pas sur celle qui a une corde. Sur une autre à lui. D'accord. Et voilà, le mi, le ré, le la, etc. Et là, c'est un déclic. C'est-à-dire que je joue toute la nuit de cette guitare. Et c'est vrai que je rentre à la maison et je demande à ma maman de trouver un prof particulier. C'était vraiment il y a eu un avant et un après. Et ce qui est joli dans cette histoire, c'est que c'est David McNeil lui-même qui m'a écrit cette chanson-là. Ah, c'est génial, la chanson qui se trouve sur le disque. Et je l'ai composée sur une seule corde de guitare. Bon, enfin, vous savez faire ça? Mais que dis-je, vous savez tout faire? Non, ça je savais pas que je savais le faire. Maintenant, vous le savez. Alors, vous devenez, en suivant votre route, l'un des meilleurs guitaristes de votre génération. C'est ce qui se dit, en tout cas. Moi, je ne suis pas spécialement critique. C'est toujours délicat, parce que c'est vrai que la musique n'est pas, heureusement, un sport, et
Et c'est toujours une hérésie hein, d'être meilleur qu'un autre. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, un petit supplément d'âme sur le côté... parce que j'ai plusieurs sortes de guitaristes. Il y a des guitaristes techniques et des guitaristes plus instinctifs. C'est-à-dire que moi, je suis pas très... Sincèrement, j'ai pas une technique incroyable. J'ai une main droite. Alors, ça, c'est les guitaristes se parlent de leurs mains souvent. Ah oui? Parce que la main droite, c'est la main du rythme, et la main gauche, la main de la mélodie, on va dire. Et vous êtes plus quoi, vous? Moi, je suis très main droite. C'est-à-dire que j'ai effectivement un rythme assez incisif. Voilà, on va dire. Ok. Vous donnez très envie de tester tout ça. Et je vois que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné. Vous avez une grande collection de guitares. Et celle-là s'appelle Martine? Martine, c'est le nom de cette guitare, oui. C'est-à-dire, d'où lui vient ce joli prénom? C'est une Martine. C'est son vrai nom. Ouais. Donc voilà, d'accord, bon, très bien. Oui, mais bon, moi je connais pas les noms de guitare, donc je passe pour une misérable... Non, pas du tout, on peut pas tout. Non, c'est vrai, on ne peut pas tout savoir. Non. Vous avez une énorme collection, par contre, ça je le sais, vous avez une 60aine de guitares. C'est possible. Et ce sont pour la plupart des modèles assez anciens, c'est vous qui me l'avez dit. Ouais. Celle-ci est ancienne aussi, elle a quel âge? Elle doit être de 59. Et c'est... j'aime, parce que les guitares anciennes, c'est comme le bon vin. Ça vieillit bien, une belle guitare, et c'est... Et donc cette guitare, effectivement, et puis ça a une histoire surtout. Ah, quelqu'un est tombé? Non, personne n'est tombé. On a entendu un petit bruit parce qu'il y a un morceau du décor qui s'est entièrement détaché. Mais il n'y avait personne en dessous, donc pour l'instant, on peut continuer. Tout se passe bien. C'est ça. Dites, je suis désolée, mais je vous interromps. Cette guitare est là. Vous nous dites que vous êtes très main droite. On a très envie de vous entendre. Alors moi, je vous propose un défi tout simple qui s'intitule Guitare Héros. Alors, le principe est tout simple. On va se promener dans votre univers musical. D'accord. Pour essayer de comprendre un peu, on sait déjà plus ou moins quelles sont les figures majeures, mais on va se promener en 3 étapes. Je vais vous montrer chaque fois 3 portraits d'artistes qui sont importants pour vous. Vous allez devoir en choisir un seul des 3, même si c'est une torture pour vous. Le jeu, c'est d'en choisir un seul. Et avec votre guitare, vous nous faites un petit quelque chose que cet artiste vous inspire ou un morceau de titre. On va commencer tout de suite avec 3 figures de la guitare qui ont fondé votre envie de musique. Et ces 3 figures s'affichent, les voici. Nous avons un Paul McCartney, un Jimi Hendrix et un Django Reinhardt. Ouais, c'est vrai que c'est... Alors heureusement, j'aime profondément les 3, c'est même un peu mes héros. Je dirais que Django, je suis beaucoup moins capable de jouer la musique manouche. Hendrix, c'est un peu toute ma vie. Et puis Paul McCartney aussi. Je sais pas, là, comme ça, j'ai envie de faire Paul McCartney. Ah, Paul McCartney, et cela dit, c'est justement avec cette guitare-ci que vous avez rencontré Paul McCartney. Vous avez joué ensemble. Oui, j'ai eu cette chance incroyable, effectivement, qu'un jour, d'ailleurs, Philippe Manœuvre... Oui, le vrai, pas celui qu'on a parodié dans la séquence de Olivier Frépon. M'appelle un jour en me disant « Est-ce que tu veux rencontrer Paul McCartney ?» C'est assez surréaliste. Et donc, j'ai la chance de faire la couverture avec lui de Rock & Folk et de faire une interview très libre, où je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais. Je vais évidemment parler de ma grand-mère, de mon père. On a parlé de famille beaucoup et on s'est retrouvés... Tout ça sans parler anglais ou presque? Oui, c'est ça. Avec un anglais très barbare. D'ailleurs, je ne suis incapable de chanter en anglais une chanson vraiment sans un yaourt. C'est rigolo. Mais, et tout ça pour dire qu'avant de faire ça, on a fait une séance de photos avec Claude Gassian, super photographe. Et pendant franchement un bon 45 minutes, on s'est retrouvés avec nos 2 guitares. Il avait son Epiphone, je crois, sur laquelle il a composé justement... Blackbird et je sais pas... Epiphone, c'est comme Martine, hein, c'est un nom. C'est une autre, oui, c'est ça, une autre copine. Et donc il a... Voilà, bon, c'était un moment suspendu où j'ai effectivement joué en tête-à-tête avec Paul McCartney, c'est assez étonnant. Un rêve. Et là, maintenant, ça donne quoi si vous êtes dans Paul... Enfin, si je suis dans Paul McCartney... Je ne connais pas vraiment le texte, mais je peux le faire en yaourt, comme on dit. On dit yaourt, c'est vous aussi? Oui, on dit yaourt. Blackbird singing in the merde, tu vois, je ne sais plus jouer depuis longtemps. Oh non, je ne sais plus. Ah, c'est ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je jouais quand j'étais jeune.
Pardon pour le galère. On va continuer la balade. Alors cette fois-ci, ce ne sont plus des guitares héros, ce sont 3 grandes femmes de la chanson française. Vous êtes obligés d'en choisir une des 3, je sais qu'elles sont importantes chacune. Il y a France Gall, alors Catherine Ringer d'Erita Mitsuko ou Vanessa Paradis. Sur qui jetez-vous votre dévolu? Ouais, 3 plutôt grandes femmes dans ma vie, j'ai envie de dire. Ouais. Et moi, je pense à Vanessa parce que c'est au-delà des 2 autres grandes artistes, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé vraiment beaucoup de choses. Mais ouais, je pense à... Alors, on a fait plusieurs chansons. J'ai fait quelques chansons pour Vanessa, et notamment, je pense au Monstre à Paris, la scène. Ah, chouette. On peut faire un petit peu de... Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, seul et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, seul et moi. Vanessa Paradis, j'en profite que vous l'ayez choisi. Quand vous chantez ensemble, vous l'avez dit, c'est arrivé à de nombreuses reprises, j'ai l'impression que vos voix entrent dans une fusion particulièrement magique. Qu'est-ce qui se passe entre vos 2 timbres? C'est le cas aussi quand je chante avec ma fille ou avec ma sœur ou mon frère, etc. Mon père aussi. C'est-à-dire que je crois qu'il y a heureusement une connexion entre les âmes, entre l'amour qu'on a les uns pour les autres et la connaissance aussi. C'est-à-dire que quand tu connais quelqu'un depuis 20 ans, avec Vanessa, ça fait 20 ans qu'on se connaît, y a quelque chose qui se développe, heureusement. C'est comme les groupes. Souvent, un groupe... je préfère d'ailleurs un très bon groupe que des très bons musiciens. C'est-à-dire qu'un groupe qui joue comme les Beatles depuis des années ensemble finissent par jouer le même son ensemble, et c'est ça qui est beau. Donc Vanessa, voilà, je pense qu'avec la tendresse qu'on a l'un pour l'autre, l'écoute qu'on a l'un pour l'autre, ça fait qu'on arrive à fusionner nos voix. Ouais, vraiment, c'est admirable, quoi, la manière dont vous enchâssez vos timbres l'un dans l'autre, c'est une merveille absolue. Allez, on enchaîne avec, et c'est la dernière étape de cette petite promenade musicale, 3 artistes belges. Vous êtes obligés de choisir entre Monsieur Brel, Monsieur Stromae et Mademoiselle Angèle. Je les aime tous les 3 beaucoup, mais il y a très longtemps fait une reprise qui faisait ça. Alors, on peut le faire ensemble, ça fait... Tout nu dans ma serviette, qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front, le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans, et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suit le plus fort. Au suivant, j'avais juste 20 ans, et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne plus fort. Suivant. Merveille. Jacques Brel, bien sûr. En effet, que vous avez repris avec cette petite grâce-là. Surtout cette insouciance, parce que c'est vrai que, bizarrement, à part quelques chansons de Brel, et évidemment, cette chanson, par exemple, au suivant, je ne la connaissais pas à l'époque. Donc c'était une chance pour moi. Ça me permettait d'avoir une fraîcheur quand j'ai essayé de me la réapproprier. Parce qu'une reprise, évidemment, c'est toujours une pâle copie de l'original. C'est toujours délicat de reprendre une chanson parce que c'est quand même une vibration noble. Une chanson, c'est souvent un moment de grâce et qui n'est pas lié que à l'écriture de la chanson, qui est souvent lié aussi à sa manière dont elle a été faite, dont elle a été interprétée. L'intensité d'une interprétation est capitale. Donc souvent, une reprise est toujours un tout petit peu lavasse à côté de tout ça. Mais le seul intérêt, c'est de réinventer un peu la chanson. Tout à fait. Vous la réinventez vachement. Et c'est vrai que de l'intensité, il y en avait chez Brel. Une chanson, c'est une quoi, noble? Je ne sais plus ce que... Moi, je ne sais jamais ce que je dis. Ah, quelqu'un a retenu, c'était merveilleux. C'était une merveille, voilà, c'était très beau. Dites, on avait aussi Annie Cordy, mais on s'est dit que vous ne sauriez pas faire Tata Yo-Yo. J'aime Annie Cordy. Mais je m'en doute bien, c'est une grande artiste, évidemment. Alors, à propos de Belges, un mot d'un monsieur qui avait des racines belges, en tout cas. 28 mars 2011, c'est la date à laquelle sort le 47e album studio de Johnny Hallyday. Cet album s'appelle Jamais seul, et c'est vous qui l'avez produit, réalisé. On va regarder tout de suite quelques notes du single éponyme, comme on dit, Jamais seul, c'est Johnny Hallyday. Jamais
tout un disque de M pour Johnny Hallyday. C'est comme ça que ça s'est passé. Comment est-ce que Johnny a adhéré à ce que vous lui proposiez? C'est surtout c'est une histoire assez surréaliste dans le sens où moi, Johnny, j'ai un respect immense pour cet artiste, cet homme. Mais c'est vrai que j'ai jamais été demandeur, évidemment. Mais lui, vous aimez. Il m'aimait bien et c'est vrai que c'est lui qui est venu à moi avec Laetitia, etc. Et c'était un peu improbable, quoi. Et c'est vrai que je l'ai pris d'une manière extrêmement intense et légère à la fois. Et je me suis dit, on va se retrouver comme dans les années 70, on va créer un groupe et faire un disque comme on les faisait dans les années 70, avec beaucoup d'insouciance. Et donc, on a composé l'album d'une manière extrêmement libre, comme ça. On a enregistré l'album tout en live, comme à l'époque. Sincèrement, il y a eu une amitié et une fusion musicale entre nous assez incroyable. C'est comme la rencontre d'une guitare et d'une voix. Parce que moi, avec ma petite voix, c'est sûr que je faisais pas le malin à côté de lui. Hein. C'était impressionnant. D'ailleurs, on a fait un duo une fois où il était tellement puissant qu'il était loin de mon micro, mais ça chantait plus fort dans le micro alors que moi, j'étais collé. Mais c'était surtout un être d'une sensibilité, d'une humanité incroyable et d'une humilité d'ailleurs folle. Mais il manque, j'ai l'impression, Johnny Hallyday, il manque à tout le monde, à son public, aux gens qui l'ont très bien connu. Vous, qu'est-ce que vous diriez que vous gardez dans votre cœur de Johnny Hallyday? Une simplicité, un amour, une amitié, hein, sincèrement, je crois qu'on peut le dire, parce que on avait vraiment une tendresse l'un pour l'autre. Donc voilà, je crois que le mot qui reviendrait, si j'ai un seul mot, c'est tendresse. Parce que c'est ça qu'on avait l'un pour l'autre. Et un respect incroyable, évidemment, que j'avais pour lui, et qu'il avait sûrement pour moi d'une certaine manière, parce que je crois que j'ai jamais cédé à... En fait, très sincèrement, quand j'ai travaillé avec Johnny, moi j'ai expliqué, je lui ai dit tout droit dans les yeux, et je crois qu'on lui a rarement parlé comme ça. Je lui ai dit, écoute, Johnny, moi je suis très évidemment honoré de travailler pour toi, mais moi j'ai rien à attendre de ça. Et donc j'ai court-circuité tout le côté business, les maisons de disques, les machins. On a fait ça comme des potes dans un studio à Los Angeles. Et je crois qu'il y avait cette chose comme ça, sans filtre, qui fait que c'est un disque très authentique pour ça. Et voilà. Enfin, non, j'ai beaucoup de chance d'avoir travaillé avec lui. Sûrement. Tendresse, en tout cas, c'est le mot que vous épinglez à votre revers pour évoquer Johnny Hallyday. Dans un instant, on va bénéficier de tout un grand, beau, délicieux extrait de votre nouveau disque, L'être infini. Vous allez nous interpréter le single Super Chérie avec cette Martine-là. Mais aussi, on aura le témoignage des bons amis, Pierre Souchon, Julien Voulzy et Dan Gagnon, qui n'est pas encore un ami intime, mais si ça se trouve, ça ne saurait tarder. Voilà. À tout de suite. Avec Mathieu Chédid, aka M, Matt, Meneux, Matoun, Maneur. Maneux. Maneux. Mon frère quand il était tout petit. Maneux. C'est trop mignon. C'est touchant. Ouais. Est-ce qu'on peut tous vous appeler Maneux à partir de maintenant? Peut-être. Ok, ça va. Si on réussit l'émission, si je suis sympathique, si on devient intime, qui sait, peut-être que je vous appellerai Maneux. Alors, sur le plateau de 60 minutes sans chichi, en live, extrait de L'être infini. Voici donc Mathieu Chédid avec Super Chérie. C'est parti. Ma muse m'aimante, m'amuse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime. Tellement addict que je suis accro, accroché à ses ailes, je suis pas beau. Ma super chérie. Même si parfois tu mines mes nuits, tout nous oppose, pourtant on s'attire. Tu es toxique, mon héroïne. Moi je suis con dans la nuit noire qui font comme un live stream.
envie. De toi j'ai toujours envie. De toi j'ai toujours envie. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ma super chérie. Merci beaucoup pour cet extrait interprété en live chez nous de ce nouveau disque L'être infini. Réinstallez-vous à votre aise. Ah, vous avez toujours votre grelot. Oui, exact. Est-ce que ça vous arrive souvent d'oublier un grelot à votre pied? C'est assez récent le grelot, c'est une nouvelle mode. Alors parlons de ce disque justement, L'être infini. D'abord Super Chérie ou Super Chérie finalement? Parce que je sais que vous aimez ça, le doute entre les mots. Super Chérie? Non, Super Chérie. Super Chérie quand même? Toujours. Oui, je ne suis pas en train de juger votre vie amoureuse, bien entendu. Hein. J'espère que tout se passe très très bien. Alors, l'être infini, donc un M, on le voit sur la pochette, un M qui aime à l'infini. Et alors, dans les deux mots du titre, l'être infini, eh bien, il y a 13 lettres, comme M est la 13e lettre de l'alphabet, et comme les 13 chansons du disque qui sont finalement autant de lettres que vous écrivez. Et d'ailleurs, l'être infini s'écrit avec 13 lettres. Ben voilà, c'est ce que je disais. Oui, c'est ça je l'ai que mal vous avez dit expliqué. aussi. Personne n'a rien compris. Non, c'est moi, c'est moi. Personne n'a rien compris. Donc, dans l'être infini, il y a 13 Non, lettres. parce que c'est vrai qu'on se perd. Hein. Ouais, mais Non, c'est vous qui nous perdez. Je me vous le faites suis exprès. perdu moi-même là. Oui, tout à fait. Alors, 13 lettres finalement que vous... Il y a même une enveloppe, hein, tout est soigné dans votre packaging, comme on dit. 13 lettres que vous écrivez à qui et pour dire quoi, dites-nous? Ah bah, c'est 13 lettres, donc chaque lettre est très personnelle. C'est une destination effectivement intime, quoi, liée à ma vie, à mes proches. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est pas de raconter forcément sa propre vie, mais c'est d'aller chercher dans la singularité de ces moments. C'est se raconter soi-même, hein, c'est ce qu'on fait dans un livre. C'est-à-dire c'est ça qui permet de raconter l'universel et l'humain, quoi. C'est d'aller chercher les petits détails. Et pour la première fois, c'est vrai que j'ai osé ne pas déguiser ça par, j'allais dire, des métaphores, mais plutôt être très direct. Comme effectivement une chanson pour ma fille qui s'appelle Billy, ou Eloïsea, qui est une chanson pour la maman de mon fils qui vient de naître. Oui, qui est tout frais, hein, cet enfant. Oui, exactement. Je suis papa depuis... 3 semaines, par là? C'est ça, oui. Il a un prénom ou bien c'est un secret? Oui, c'est vrai que ça s'applaudit. Un tout jeune papa. Comment il s'appelle? Il s'appelle Tao. J'ai pas bien entendu. Ouais, il s'appelle Tao. Tao, c'est joli. T-A-O. Ça signifie? Rien. Enfin, ça signifie plein de choses. Tao, c'est celui qui sourit. Tao, je voulais quelque chose d'évident et de singulier à la fois. C'est très beau. Bravo, bienvenue à Tao. Alors je reviens à ce disque, vous en parlez, hein, une forme d'aspect direct dans la manière de vous adresser aux personnes, aux êtres. On parlait du chat Happy qui mérite aussi sa chanson sur ce disque. Vous avez parlé de Billy, qui a sa chanson, mais qui surtout est un élément majeur du disque. C'est votre fille de 16 ans. Elle chante sur 8 titres, je pense. Comment est-ce que vous l'avez amenée dans cette aventure? Est-ce que vous n'avez pas eu peur de la jeter dans l'arène? Est-ce qu'elle était demandeuse? Comment ça s'est passé? Elle était... en fait, c'est comme... Voilà, c'est la famille Chédid, quoi. C'est-à-dire que les choses se font très naturellement, que simplement j'avais besoin d'une voix féminine, que j'ai travaillé déjà avec la maman de Billy, avec ma sœur Anna, avec mon frère, etc. Enfin bref, la liste est longue. Et que là, j'avais envie de quelque chose de neuf par rapport aussi à la transmission. L'être infini, c'est un disque de transmission. Je trouvais ça très important à l'aube d'une nouvelle naissance, même si à l'époque, je ne savais pas d'ailleurs que j'allais être papa. Mais tout ça c'est fait de façon très providentielle. Et voilà, c'était une évidence que c'était cette voie la plus en face, la plus juste. Ouais. Et à partir de là, effectivement, il faut se poser la question de père, c'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est un peu tôt, prématuré? Alors, ça ne l'est pas au niveau de sa capacité, son talent, sa maîtrise, parce que là, on était au Cirque d'hiver pendant quelques dates et elle était là chaque soir et c'était troublant à quel point elle est prête pour ça. Mais par contre, donc à ce niveau-là, je n'ai pas de questions qui se posent. Après, effectivement, c'est juste trouver une certaine
un équilibre, quoi, pour pas non plus la surexposer. Là, je vois qu'on la voit. Mais c'est-à-dire que c'est un peu cette dualité de ce métier, si c'est un métier d'ailleurs. J'ai jamais considéré la chanson comme un métier, même si c'est beaucoup de travail, parce que la passion transcende l'idée du métier. D'accord. Mais je trouve que c'est cette dualité-là, c'est-à-dire que c'est des mondes très solitaires, très intérieurs et en même temps très extérieurs, très exposés. Oui. Et je dirais qu'après, c'est notre destin d'artiste, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est artiste malgré elle. Mais on le sent parce que justement, elle a déjà une voix. Alors, je ne sais pas si c'est une voix mature, moi, j'y connais rien, mais elle a une voix gracieuse et très claire, très affirmée déjà. On écoute un petit extrait de la chanson qui s'appelle Billy et qui vous unit particulièrement. On écoute ceci. Quelle grâce sur ce titre, quelle grâce absolue dans sa voix aussi à Billy. Alors, moi, je me suis demandé, elle a 16 ans, donc elle a la voix d'une jeune fille de 16 ans. C'est un instrument qu'on modèle aussi, j'imagine, sa voix. Elle va encore la travailler, elle va évoluer. Vous allez l'accompagner ou bien vous la laissez se débrouiller avec cet instrument-là? Non, je l'accompagne si elle en demande, en tout cas. C'est vrai que je ne l'ai jamais du tout forcé, évidemment, à faire de la musique. Et j'adorerais presque qu'elle ait une autre passion. Hein. Ce n'est pas du tout une obsession chez nous d'être musicien, loin de là. Mais c'est plus que c'est naturel, quoi. Elle chante beaucoup plus que moi à la maison, par exemple. C'est une vraie chanteuse. Moi, je ne me suis jamais considéré chanteur. Je suis un guitariste qui chante. Elle, c'est une chanteuse qui fait du piano, par exemple. On l'entend et c'est vraiment c'est délicieux. Il l'entend, je le disais, à 8 reprises sur ce disque-ci. Et je le dis déjà, vous serez chez nous avec ce nouveau disque et puis vos chansons aussi préférées, celles que vous préférez, celles que le public préfère aussi. À Forêt Nationale, le 24 mai prochain, c'est un rendez-vous qu'on ne va manquer sous aucun prétexte, parce qu'on sait que vous êtes aussi un showman, on sait que vous adorez la scène, on sait que vous adorez cette rencontre avec le public qui compte pour vous. Et je sais que c'est important que le public vous aime. Ah, je suis interrompue, pardon. Je suis interrompue par le gong. Excusez-moi. Alors. Ça fait peur, ça. Le gong signifie simplement que nous sommes arrivés précisément à la 69e minute de l'émission. Ça ne veut pas dire que l'émission s'achève, parce qu'on ment sur le titre de cette émission, on ment tout le temps, bien entendu. Mais la 69e minute, c'est chaque fois un petit moment suspendu, où on parle un peu d'amour et de ce genre de trucs, ou de séduction. Et on le fait en dansant un slow langoureux. Ça ne dure que 69 secondes. Et pendant ces 69 secondes, je vous pose des questions. D'accord. Vous êtes libre de répondre ou pas. D'accord. Vous êtes prêts pour ça? Pas toujours. Venez, venez. On va tenter l'aventure. On s'installe dans ce merveilleux... Vous aimez ça, les slow langoureux ou pas? Ça me rappelle des souvenirs, mais ça fait longtemps. Je veux bien, non. C'est un peu le quart d'heure américain, c'est moi qui vous invite. C'est bon. C'est génial. Là, on fait comment? Je sais pas, je vais lancer le top chrono. Et puis, je vous pose des questions. Il se pourrait que dans certaines de mes questions, vous reconnaissiez des titres de chansons que vous avez interprétés. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. Allez, top chrono, c'est parti. Alors, M, en amour, vous êtes plutôt machistador ou détache-toi? Machistador. Ah ouais, quand même. D'accord. Alors, c'est pas tout. Qu'est-ce qui marche le mieux avec les femmes? À tes souhaits ou faites-moi souffrir? Non, je suis plutôt à tes souhaits. C'est-à-dire que j'ai très à l'écoute. D'accord. Est-ce que vous parvenez à ce que Madame rêve? J'espère. C'est tout? Oui? Non. Vous avez des petites certitudes quand même. C'est un effort à la fin. J'espère que vous en faites. Je suis un peu impressionné. Non. Oui, c'est parce que vous êtes impressionné par la vivacité de notre slow. C'est un peu fort, j'avoue. Bon, allez, on continue. D'après vous, où est l'onde sensuelle d'une femme? Ça, c'était bien. Dites n'importe quoi, non? Ah, c'était juste... D'accord, ok, très bien, c'est votre réponse. J'aurais pu m'arrêter là, effectivement. J'arrête là, c'est vrai. Quand c'est fini, votre stratégie, c'est l'éclipse ou les petits mouchoirs? C'est délicat, hein? L'éclipse. D'accord, pourquoi pas. Élégant, on va dire, tout à fait. En ce moment précis, qui de nous deux est le plus troublé? Ah, c'est la fin. Répondez quand même. C'est moi, c'est sûr. C'est vrai? Ouais. Ah, je suis très touchée, merci. Rassalons-nous. Bon, c'est un jeu, bien sûr, mais j'ai quand même une question à vous poser, et si vous répondez... J'ai chaud, là, c'est normal ou pas? Mais oui, on a été qui de nous deux? Non, mais il fait chaud ici, c'est vrai. Quand même une petite question en rapport avec l'amour, le gros mot amour. Dites-moi un petit peu, de quoi, là où vous en êtes dans votre vie, de quoi est-ce que vous êtes le plus sûr en matière amoureuse, sûr et certain? C'est un grand sujet, hein. Mais je suis certain que l'amour est plus vaste et plus puissant, que c'est la force la plus puissante au monde, et qu'elle est beaucoup plus puissante que la haine, ça j'ai aucun doute là-dessus. Et je suis sûr aussi que j'ai en tout cas en moi de l'amour
inconditionnel. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on découvre avec des enfants, nos propres enfants en général. Mais c'est vrai que je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que pour moi, l'amour se cultive et l'amour est mon moteur. C'est-à-dire que la musique sans amour ou la vie sans amour, je ne vois pas ce que c'est en fait. Pour moi, ça n'existe pas. J'ai bien l'impression que c'est pour ça que vous nous touchez beaucoup, parce qu'on sent justement la générosité de ce que vous donnez, voilà, et de cet amour que vous donnez. Alors, on va enchaîner avec un petit magnéto, parce qu'on aime ça, les magnétos, et que ça va nous permettre d'affiner le portrait qu'on est en train de dessiner de vous ce soir. On a demandé l'aide de 3 amis intimes qui disent franco ce qu'ils pensent tout haut. Enfin, vous m'avez comprise. Voici donc leur confidence sur l'oreiller. Pierre Souchon, le fils d'Alain, connaît Mathieu depuis 30 ans. Ils sont un peu comme des cousins. Julien Woolsey, le fils de Laurent, est l'autre complice de longue date de Mathieu. Ils ont toujours fait de la musique ensemble. Brad Thomas Ackley a rencontré Mathieu à Los Angeles. Il est aujourd'hui son bras droit sur scène et l'accompagne dans ses délires les plus fous. C'est quelqu'un qui est très partageur, en tout cas qui aime bien les autres, qui aime bien l'autre, qui aime bien les histoires que peuvent dégager une autre personne. Et il a quelque chose de très rassembleur. Lui, il dégage quelque chose de très serein, où dès qu'on est à côté de lui, on est bien, on se sent rassuré, je sais pas, quelque chose comme ça. Il est vraiment cool et pour la musique et pour partager, pour donner le bon esprit. Il a des choses très en tête artistiquement, il doit être très rigoureux, mais ça se passe sans heurts, sans cris, non? C'est quelqu'un de très doux, Mathieu. En fait, il est presque jamais énervé. Les Chédides sont assez enrobants. C'est vrai que c'est souvent des câlins, des hugs, ils sont gentils, il y a quelque chose, il y a une douceur vraiment qui se dégage d'eux, et une bienveillance. Alors Mathieu, il est accro au sport. Je dirais qu'il fait trop de sport et qu'il va être trop musclé. Voilà. Il faut faire attention à ça, trop de muscles. Quand tu cours à côté de lui, t'as intérêt d'être en forme, parce que lui, il peut faire le tour du Luxembourg, du jardin du Luxembourg, qui est dans le 6e arrondissement, à cloche-pied. Donc lui, c'est devenu une machine, et il fait ça tous les jours, il n'y a pas un jour où il ne court pas. Je pense qu'il a aussi une nutrition assez saine. Il mange beaucoup de salades comme ça, Mathieu. De l'énergie pure, voilà. Il aime ressentir les énergies de la terre, il est très dans la médecine parallèle et ça lui apporte beaucoup apparemment. Je sais qu'il a emmené sa famille sous une tente, dans un jardin, et puis il y avait des pierres volcaniques, je crois, qui chauffaient à 80 degrés, et c'est un état de sudation où on ne fait qu'un avec la terre. Non mais il est très nature. Il aime les nouvelles expériences, par exemple sa tournée d'avant avec son musicien Brad, ils avaient fait la Bastard, un mélange de guitare et de basse. J'ai un instrument de 2 cordes de basse, 4 cordes de guitare. Est-ce que tu peux jouer? Oui, ok. Ça l'amusait d'explorer quelque chose de nouveau. Il essaie d'être jusqu'au bout des idées, comme un enfant. Il a toujours ce côté jeu. Il y a toujours une fraîcheur et un côté juvénile en lui. C'est un bonheur, ce garçon est un bonheur. Thank you, Matt, for everything. It's always an excellent adventure. Thank you. Je t'aime. Je sais pas quoi dire d'autre que quand je suis avec toi, dans tes bras, je me sens bien. Que si j'étais une fille, on serait ensemble. Dans ce sac magique, j'ai énormément de cassettes. Ce sont des cassettes audio avec les musiques que nous faisions dans nos groupes avant. Voilà, il y a des chansons qui s'appellent Incommunicabilité, Génération Flemmard. Enfin, ça te dira beaucoup de choses. On écoutera ça, donc reviens vite de Belgique et on se fait ça. Ciao, Matt. Ils sont géniaux, vos amis. Ouais. Il faut un petit temps de digestion, là, c'est émouvant. Non, c'est extraordinaire. Bah oui, c'est vrai que c'est mes amis de... Brad, qui est un ami plus récent, avec qui je travaille depuis, je sais pas quoi, 6-7 ans. Et puis Pierre et Julien, j'ai commencé avec eux la musique, donc c'est magnifique de voir cet amour qui perdure. Et, ouais. Ils vous connaissent bien, alors? Ils se trompent sur rien? C'est vrai que c'est joli. C'est joli, surtout que je vois beaucoup... J'ai vu plus Julien dernièrement que Pierre. Ouais. Et que c'est là qu'on voit qu'on est connectés malgré tout. Ouais. C'est très joli parce qu'on se voit évidemment, mais moins qu'avant, évidemment. Et c'est touchant de voir à quel point on se ressent encore. Mais le portrait qui dresse de vous est touchant. J'adore l'idée que vous soyez une famille enrobante. Oui. Alors, tout ça est un délice. Ce qui suit est très joli aussi. Pour faire on a connaissance... l'impression que je les ai payés, quoi. Oui, tout à fait. Mais on le saura. Je suis sûre qu'on va démêler le fin mot de cette histoire. On va enchaîner avec une nouvelle pause. Je vous propose de faire la rencontre de Dan Gagnon avec ses questions drôlatiques et irrévérencieuses.
juste comme sa tête. C'est donc l'excellent questionnaire de Dan. Voilà, on installe notre petit matériel. Dan, bienvenue. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut qu'il me branche aussi, sinon c'est... Bah oui, sinon ça ne fonctionne pas. On a essayé, c'est pas terrible. Il n'y a rien terrible. qui fonctionne, absolument. Il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Il y a du buzzer et tout? Non, on ne doit pas buzzer. On ne doit pas buzzer du tout. Hélas, on adorerait. Ben, vous pouvez le faire, c'est juste que ça ne va rien changer. Tu vois. Je veux pas, exactement, je ne veux pas gâcher le plaisir. Bonsoir beaucoup, Monsieur Chédid. Merci beaucoup d'être là. Grâce à vous, on a sur ce plateau un des artistes les plus respectés, les plus récompensés, et je dirais même peut-être un des plus inspirants créateurs d'Europe, mais assez parlé de moi. Est-ce que vous passez une belle soirée avec Joël? Ouais, c'est très joli. Moi, j'adore Joël. Elle est fantastique. Et aussi, elle est un excellent modèle pour la jeunesse. Ça, peu de gens le savent, mais elle est la preuve que n'importe qui peut réussir. Et vraiment, pas besoin de talent, de charisme ou de quoi que ce soit. En fait, n'importe qui peut réussir. Et ça, c'est très inspirant. Merci, Dan. J'en prie. Bon, on s'amuse bien. C'est fait aussi pour ça, la télé? Ouais, c'est vrai. S'amuser, ouais? Non. Non, ça, c'est la télé d'avant. La télé d'aujourd'hui, c'est fait pour faire du buzz. C'est fini, les questions, les réponses. On veut aller dans le cœur de l'âme de l'invité. Et donc, on va aller dans votre âme en ce moment pour en découvrir plus. Moi, je me suis dit, depuis le temps que vous êtes connu, que vous avez du succès, peut-être que vous êtes devenu blasé. Donc, on va découvrir si c'est le cas ou pas avec un petit QCM gloire, fric et violence. Plus poétique que ce qu'il en a l'air au premier rapport. Et on commence directement avec la première question, la gloire. On sait que vous avez déjà un pied dans le cinéma. Si vous deviez en mettre un second et y aller à fond, lequel de ces 3 rôles vous intéresserait le plus? Il y a des choix de réponse. Petit A, jouer un policier dans un film d'action, mais un film d'action français, donc... Genre un policier qui donne des PV sur un parking. Ça pourrait s'appeler un dîner de contravention. C'est quelque chose comme ça. Petit B, jouer un méchant dans un film d'époque. Par exemple, Nicolas Sarkozy dans La Marche de l'Empereur. Ou petit C, jouer le rôle principal dans une comédie romantique, mais des frères Dardenne. Un dépressif sans bras dans 4 mariages, un enterrement et 2 Xanax. Gros buzz à 4. Gros buzz. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Très inspirant, effectivement. Bizarrement, je serais peut-être le côté handicapé, frère Dardenne, ça me parle. OK. J'aimerais avoir leur réaction. J'aimerais vraiment qu'on me touche. La vérité, c'est que j'adore les films des frères Dardenne. Ils sont fantastiques, mais peut-être qu'une comédie romantique, c'est pas la première chose que j'irais voir d'eux. Quoi. Et de moi non plus, d'ailleurs, non? Et cela dit, cinéma, ça vous branche? Oui. Il y a Là, ça grince cette chaise, ça me fait rire, mais j'ai l'impression d'être effectivement très vieux là d'un coup. Mais c'est très frère Dardenne, en fait. C'est pour meubler les silences. C'est ça. Non, effectivement, j'ai eu pas mal de propositions inachevées, à part les petits mouchoirs, un clin d'œil amical. Mais il y a des projets, et j'ai jamais vraiment fait le pas. Je suis plutôt derrière, j'aime bien faire des musiques de films. Oui, vous les faites très bien, mais on attend quand même de vous revoir alors face à la caméra. Ça sera pas ce genre de truc, je pense. Non, c'est pas grave, hein, je trouverai d'autres idées. On sera Camping Paradis 18. C'est ça. Deuxième question. Quand on a du succès depuis aussi longtemps que vous, sans vous traiter de vieux, hein, que fait-on d'extravagant avec son argent? Quelle est la dépense la plus folle que vous pourriez faire? Petit A, vous êtes très raisonnable. À la limite, un extra crudité dans le sandwich du vendredi, mais c'est tout. Petit B, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une guitare, parce que quand on aime, on ne compte pas. Ou petit C, peu importe, quand on porte une perruque en forme de M en or massif sur la tronche, clairement, rien d'autre va avoir l'air extravagant à côté de ça. C'est vrai que c'est un peu ça, mais je suis quand même assez sensible aux guitares. C'est dur de résister à une guitare et j'apprends à le faire. Mais vous continuez à en acheter sinon Bah oui, c'est infini les guitares. Parce que donc l'apprentissage n'est pas terrible. J'apprends à en acheter, oui, plus que jamais. Non, je me suis calmé parce qu'à une époque, c'est vrai que c'est très addictif la guitare. C'est un objet, c'est une inspiration, c'est une muse. J'appelle ça mon harem de guitare d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. C'est mon côté oriental, ça. Moi, j'avais une idée de frère Dardenne, vous, 15 guitares, et je sais pas, je me suis dit, c'est peut-être pas le moment pour parler de ça. Troisième question, vous ne semblez pas être quelqu'un de particulièrement colérique. On vous regarde sur une échelle de bisounours à Booba. Vous avez l'air plus près du dessin animé que du boxeur d'Orly. Mais quand même, qu'est-ce qui pourrait vraiment vous faire péter les plombs? Petit A, être comparé à un bisounours par un chroniqueur dans une émission en Belgique. Petit B, la méchanceté gratuite.
Parce que, comme dirait la dominatrice que je paie tous les mois, gratuit, c'est encore pire. Ou petit C, la vulgarité gratuite. Parce que je sais que vous détestez ça et je vous comprends. Moi, personnellement, je chie dans la bouche des gens vulgaires. Ça me débecte totalement. Ouais. Mais il y a une grande différence entre vulgarité et grossièreté. Ça, je l'ai appris grâce à Coluche et Serge Gainsbourg. Oui, c'est vrai. Ben, oui, c'est parce que non, mais c'est sincère et je fais vraiment la différence entre vulgaire et grossier. Pour moi, la grossièreté et ça me pose aucun problème. Et la vulgarité me gêne parce que la vulgarité, c'est pas forcément que des mots, c'est une attitude. Donc voilà, je sais pas si c'est une réponse, mais j'ai envie de... Si, c'est une réponse. J'essaie d'expliquer ça à Joël depuis des années. C'est la vulgarité. Non, je comprends rien. Je comprends toujours rien. Mais cela dit, vous vous mettez en colère parfois ou pas? Évidemment, ça m'arrive. Si on vous gifle, par exemple, maintenant. Non. Pas forcément. Mais... C'est con, j'ai envie de tester maintenant. Non, c'est-à-dire que oui, c'est assez rare. Alors c'est d'ailleurs souvent très effrayant, les gens qui se mettent rarement en colère, parce que la colère est très impressionnante. Très noire. Alors, ou c'est ma fille qui me met en colère de temps en temps, parce qu'elle cherche les limites. Ou alors, c'est des choses un peu étonnantes, mais c'est souvent, ça vient un peu de nulle part. Mon père, d'ailleurs, à l'époque, était très inquiet, parce que quand j'étais adolescent, je ne m'énervais jamais. Et il est venu me voir un jour désespéré en me disant « Mathieu, énerve-toi, je sais pas, fais un truc. » Et donc, effectivement, et quelques années plus tard, pour une raison assez sans intérêt, je me suis énervé, et il m'a remercié, il m'a embrassé. Ouais. Pas mal. Pendant que vous étiez énervé? Je m'étais énervé un jour, oui. OK, c'est pendant, ça peut être... Bon, j'ai fait le calcul parce que le but, c'est quand même de voir à quel point vous étiez une star blasée. Vous arrivez avec une cote de 8,5 sur 10, ce qui est toujours la même cote à chaque semaine. On dirait que je copie-colle mes chroniques, mais ça veut dire donc que vous êtes suffisamment blasé pour ne pas pleurer quand vous gagnez un trophée, mais pas assez pour le remettre en vente sur eBay pour choper 50 balles. Donc voilà, ça donne un bel équilibre. Merci beaucoup, M. Chédid. Merci. Bravo. Merci, Dan Gagnon. Bon, allez, on va continuer notre rendez-vous d'exception délicieux. En fait, je me rends compte que c'est la 20e fois que je dis délice ou délicieux depuis le début de cette émission. C'est ce que vous m'inspirez et ça devient gênant à la fin. Donc, on va continuer dans un truc pas délicieux du tout. On va mettre les mains dans les boules et il y aura un témoignage très touchant qui vous attend. À tout de suite. Dans les boules? Oui, vous allez voir. L'homme qui ne peut pas s'empêcher d'enfoncer ses doigts dans la bonne terre grasse. Allez-y, enfoncez vos doigts dans la bonne terre grasse. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas les lombriques? C'est assez violent. Mais non, en fait, ce qui est génial, c'est vrai qu'on oublie que les vers sont... Donc il y a plein, ça grouille de lombriques ici. Ils sont luisants et un peu visqueux. C'est vrai que c'est pas très attirant, mais en même temps, c'est grâce à eux qu'on a de la bonne terre. Oui, alors justement, on a installé... Donc en fait, ça, c'est mon potager à moi. J'habite sur un balcon. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais je sais que vous avez accès à un potager un peu plus chouette. Vous avez des rendez-vous réguliers dans la maison de famille dans laquelle vous embrassez un cèdre vieux de 400 ans. Et puis, vous éprouvez aussi du plaisir auprès des poireaux et de tous les légumes. Alors, les vieux légumes sont mes amis, mais par contre, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que, pour dire la vérité, je suis encore extrêmement débutant. D'accord. Mais je tends vers ça. Justement, alors, oui, dites-moi. Non, ce qui est important, c'est les vers, effectivement. C'est pas hyper attirant comme ça, mais il faut savoir qu'on a une terre qui, quand même, s'est asséchée terriblement. Oui. Et que les vers, justement, n'existent plus, que c'est eux qui font la bonne terre, parce qu'ils... je sais pas si on peut dire qu'ils... Ils rejettent, ils mangent et puis ils font de la terre très saine. J'ai une image qui me vient. Transit très chouette qui se passe à l'intérieur. Et c'est vrai que voilà, donc c'est émouvant de voir des vers, parce qu'on n'en voit plus beaucoup. Non, alors c'est pas émouvant, il faut pas dire n'importe quoi, Mathieu. Mais je suis contente que ça vous plaise. Et d'ailleurs, j'ai justement un cadeau sur mesure. Si vous réussissez l'épreuve qui se présente à vous, je vous propose d'enfiler, regardez un peu comme on a bien fait ça, un petit masque, d'accord, si vous voulez bien. Ouais. Et je vais vous mettre au défi de reconnaître, juste par la palpation, 3 légumes anciens. C'est bon. Là, on va très très loin. Là. Je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir. Je suis pas sûre. Alors, je vais vous proposer tout de suite le premier. Attendez, parce que plein de. Ça doit être très très drôle déjà. Lombriques collent. Voilà. Donc, alors, je fais quoi? Je vous invite à toucher ça et à me dire ce que c'est. Ce n'est pas un bout de bois. Est-ce que vous avez déjà cuisiné un truc comme ça? Vous pouvez croquer à même la terre. Non. Est-ce que je regarderai cette scène après? Non, mais c'est un vrai légume et c'est un légume oublié et qui revient vraiment dans nos assiettes. Moi, c'est un de mes pires souvenirs d'enfance. J'embrasse ma maman la pour. blette
Non, c'est pas la blette, ça ressemble à une asperge quand c'est épluché. Ah, le salsifis. Oui, voilà, bravo, Ah oui. bravo. Non, on va souffler. Mais c'est vrai que... Donc vous pouvez le regarder parce que c'est un très bel objet. Voilà, c'est le salsifis. J'aurais pas reconnu. Non, mais en plus, moi j'ai l'impression que c'est le genre de légumes oubliés qui aurait bien fait de rester has-been parce que... C'est vrai que, ouais. Mais peut-être que le vrai salsifis est meilleur que celui qu'on mangeait. Peut-être qu'aujourd'hui, les salsifis sont enfin bons, quoi. N'en déplaise à maman. Là, je pense qu'on arrive. Voilà. Allez, juste... Alors, je refais encore le... Oui, non, allez, ça va. juste Ça un m'amuse. dernier Allez, pour le plaisir. Je vais vous offrir un qui a une queue. Peut-être que ça va vous aider à le discerner. Le voici. Le navet. Ah, ben c'est un genre de navet, mais c'est un peu plus gros. En fait, il n'y a aucune chance que vous le reconnaissiez avec vos doigts. Oui, vous savez. C'est pas le topinambour. Non, c'est Non, pas. Non, c'est pas un topinambour. Mais ça pourrait, parce qu'il y a des rotondités bizarres. C'est un... Ou... J'aime beaucoup d'indices. On y est presque. Un chou, non? Oui, c'est un chou rave. Ah, le chou rave. Voilà, bah, c'est chouette, je suis super contente. Il vous reste des trucs à découvrir. Bravo pour votre choix. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous avez, vous? Qu'est-ce que vous avez commencé à planter? Parce qu'on sent... Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est... Le potager n'est pas encore fait, c'est pour tout vous Ah, dire. voilà, attendez. Moi, je croyais que vous aviez déjà les doigts super verts et tout. Oui, non, je commence. Je suis un peu sur les herbes, là, les aromates. Oui, ça, c'est du... Ça, y en a... Oui, c'est bon, ça. Du thym. Ouais. Ça, c'est un petit basilic, basilic spécial pistou. C'est basilic, ça? Oui, un petit basilic... non, c'est pas du persil, non? Si, ça, là, oui, mais ici, c'est un basilic spécial. Ah oui, un tout petit. Je sens qu'on est quand même sur les balbutiements. Vous savez quoi? C'est ça. Non, j'étais sur le persil. En guise d'encouragement, je vais vous offrir le gros lot. Alors, ils sont prêts à voyager avec vous, donc vous pourrez les planter dans votre jardin. Mais non, pas ce sont des excellents lombrics en pleine possession de leurs moyens. Et donc, ils vont tout à fait faire du bien à votre terre. D'accord? C'est très gentil. J'ai l'impression d'être dans Le Père Noël est une ordure. C'est vraiment pour vous. Merci. Et je vous annonce qu'on ne leur fait pas du mal. On est très attentifs au bien-être des animaux. Et ils ont une petite litière de voyage. Comme ça, ils pourront... véritablement, c'est prévu. Merci d'avoir... Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va continuer à parler, évidemment, un peu plus sérieusement, parce que ce potager que vous commencez à travailler, eh bien, il est situé, si j'ai bien compris, dans la maison de famille. Et ça me permet de rebondir justement sur l'importance que revêt la famille dans votre vie. On sait que vous êtes une famille très, très aimantée les uns par les autres. Vous avez parlé tout à l'heure de votre grand-mère, dont vous disiez que c'était sans doute la plus grande artiste de la famille. Je rappelle le contexte dans lequel vous grandissez. Vous avez donc un papa chanteur, prénom Louis. Une maman, Marianne, qui est styliste d'intérieur, qui est aussi experte de la brocante, je pense, votre maman. Oui, dans le stylisme, oui, effectivement. Oui, et alors il y a deux pères d'enfants chez les Chédid. Il y a d'abord Émilie et vous. Et alors une quinzaine d'années plus tard arrivent Joseph et Anna. C'est vrai. On avait le droit de faire autre chose que de la musique dans la famille, autre chose que d'être artiste. Il n'y a pas tellement de comptables. C'est ça. Non, mais je crois que le truc, c'est qu'effectivement, on a tous les droits, mais simplement... Il y a un environnement qui est cloisonnant parce que c'est vrai que tous les repères sont musicaux et créatifs. Parce que ma grande sœur Émilie, d'ailleurs, elle n'est pas musicienne, même si d'ailleurs elle chante à ses heures perdues et que c'est sûrement la plus punk de la famille, un peu la Brigitte Fontaine de la famille. Chouette. Mais sinon, c'est vrai qu'on a toujours été dans cet environnement et que c'est très naturel. Mais alors, moi, quand je pense à une famille d'artistes, je ne sais pas pourquoi, surtout sur autant de générations, c'est presque une dynastie d'artistes, j'ai l'impression que le cadre familial est peut-être plus bohème, plus libre qu'ailleurs. Ou est-ce qu'il y avait quand même des règles strictes Dites, comment c'était la vie de famille? À l'époque, en tout cas, où mes parents étaient encore ensemble et où on a vécu jusqu'à 18 ans comme une famille assez normale, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'il y a la musique, mais en même temps, tout ça reste très normal, il n'y a rien d'incroyable. Mais on est effectivement... Je dirais que l'harmonie de la musique se répercute dans l'harmonie d'une famille quand même. Alors ça n'enlève pas les tensions, les choses de vie qui font partie de toutes les familles et qui sont aussi un petit piment de temps en temps, et la sensibilité de chacun. Mais je pense que ça aiguise un peu cette idée, encore une fois, d'harmonie, d'écoute, de musicalité. Et je pense qu'il y a de la musicalité, mais je parle dans les rapports humains, quoi.
D'accord. Alors, dans la famille d'artistes élégants, je demande à la grand-mère, on en a déjà parlé, André Chédid, romancière, poétesse, née en Égypte, d'origine syrienne et libanaise. Qu'est-ce que vous avez, vous, de moyen-oriental qu'elle vous aurait transmis? Plus une sensibilité, un regard. Parce que l'Orient, pour moi, c'est la délicatesse aussi. Il y a quelque chose comme ça de très... Et c'est ce regard peut-être un peu... Ce recul sur les choses. Je sais pas, pour moi, l'Orient m'inspire ça. On a été effectivement d'ailleurs au Liban, dans ce festival antique. Là, j'ai un petit tour de mémoire qui s'appelle Héliopolis, qui était vraiment les vestiges romains à l'époque. Baalbek, voilà, c'est ça. Et on a fait un hommage à ma grand-mère, justement, à toute la famille Chédid. Il y avait une photo qui est passée là-dessus, avec mon père et mes frères et sœurs, et ma fille Billy d'ailleurs. Et quand je suis au Liban ou en Égypte, parce qu'on est franco-libanais égyptien, je ne sais pas comment ça se dit, mais et normand aussi un peu. Mais ça donne une émotion de familiarité, Serge. J'ai vraiment le sentiment d'être aussi à la maison, alors que pourtant j'ai aucun vécu là-bas, je ne parle pas l'arabe. Ouais. J'ai même jamais entendu ma grand-mère parler arabe, parce qu'elle était tellement francophile, tellement amoureuse de la langue française que j'ai jamais entendu un mot d'arabe de sa bouche. Tellement amoureuse qu'elle a beaucoup écrit en français, on le sait. Elle a aussi écrit le texte de l'un de vos tout premiers grands succès, Je dis M. Alors on a eu envie de redécouvrir avec vous un petit extrait d'un documentaire qui avait été consacré à votre grand-mère et dans lequel vous échangez, donc André et vous, sur la genèse de cette chanson. C'était en 1998, vous aviez 26 ans et c'est super touchant. On regarde. J'ai du sphinx dans mon rumeur, Paris au fil du cœur, un peu de Nil dans mes veines, dans mes artères coule la Seine. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème, la haine, je la jette. On a écrit ce texte, il m'a demandé ça un jour et j'étais absolument folle de joie et de plaisir. Et voilà, j'ai écrit ce texte et puis on a travaillé un peu ensemble dans la journée et tout de suite sa musique avait l'air de venir de tout naturellement. Là, que tu avais l'air de trouver tout de suite le ton et le... Ça s'est passé d'une façon assez étrange parce que je l'ai appelé une fois en lui disant que je voulais absolument qu'on fasse un texte ensemble. À la radio, tu m'as appelé. Oui, c'était une radio comme ça. Je devais laisser un message à André. Je lui ai dit, ça serait marrant qu'on confronte nos deux générations et qu'on fasse une chanson ensemble. Et puis... C'est vraiment une chance de pouvoir comme ça enjamber les générations et puis d'être à la fois dans le présent et dans le passé. Et tout ça à la fois, vraiment, c'était... Maman. Quel bonheur d'avoir pu engranger un souvenir aussi fort, par exemple, qu'une chanson qui reste là à jamais. Ah oui. Et en plus, on en a fait plein d'autres. Et oui, ça c'est vrai que c'est un petit miracle quoi, de pouvoir avoir ça comme cadeau. Parce que c'est ce qui est très beau dans une chanson, comme un parfum d'ailleurs, c'est que ça touche quelque chose qui reste imprégné dans la mémoire. Et qui est assez éternel, quoi. Donc ça c'est quand même magnifique. Et puis ma grand-mère est toujours très présente. J'ai du mal, par exemple, à faire un concert sans parler de ma grand-mère à un moment, sans l'évoquer, sans la chanter, voilà, elle fait partie de mes muses suprêmes. Cette chanson, Je dis M, j'y reviens, elle me fait penser à ce qui est votre devise dans la vie. C'est j'aime, donc je suis. Vous avez dévoyé le je pense, donc je suis. Comment ça se passe au quotidien? C'est quoi j'aime, donc je suis au quotidien, concrètement? C'est que c'est un moteur, c'est-à-dire qu'à un moment, pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et puisque l'amour est pour moi l'arme fatale, dans le sens où c'est ça qui peut nous guérir et nous sauver. Parce que c'est quoi l'amour? Je ne parle pas de l'amour. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour des choses, c'est l'amour de la vie. Celui que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, c'est l'amour de l'instant, c'est l'amour de la nature, etc. Et je pense que c'est effectivement... être vraiment incarné, exister, être, c'est aimer, je pense. C'est magnifique. C'est magnifique ce que vous dites. Alors, je reviens à l'exceptionnelle famille Chédid et cette fois, je demande la petite sœur Anna, alias Nash, chanteuse également, qui vient de sortir une nouvelle chanson, un clip très joli. Très, très bon. Elle nous a envoyé un petit message vidéo. Anna, on lui a demandé quel genre de frangin vous êtes et voici ce qu'elle en pense. Alors, quel grand frère est-il loin des caméras? C'est un grand frère très, très, très bienveillant, très attentionné, qui vraiment qui est très à l'écoute de notre parcours et voilà, il est effectivement
très sollicité, mais il reste toujours vraiment voilà, à l'écoute de nous et très concerné par chacun de nous dans la famille. Quand j'étais petite, c'était incroyable parce qu'il faisait des grands concerts, il était avec son personnage, son M, ses costumes et tout ça. Donc voilà, je l'ai vu à Bercy, j'avais je crois 10 ans, un truc comme ça. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un super-héros, mon frère était vraiment un super-héros. J'ai appris après en grandissant que c'était vraiment c'était un être humain comme tout le monde, mais quand j'étais petite je le voyais plus comme un super-héros. Surtout il nous a fait chanter très, très tôt sur ses albums. Donc, et on est même allé sur scène assez tôt, vers 8 ans, avec lui. Donc voilà, c'était assez fou, assez féerique, tout ça. Aujourd'hui, je saisis ma chance. Tu vas retrouver ton enfance. Et j'ai appris beaucoup aussi de son humilité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a énormément de succès, en même temps qui reste vraiment très humble et très humain. Donc voilà, j'ai appris de ça, quoi. C'est une grande leçon pour nous, d'humanité. Je le souhaite de grandir encore et de continuer son chemin si magnifique. Et voilà. Je vous embrasse très très fort, mon Mathieu, tout le monde. Gros bisous. C'est chouette. Ouais, c'est émouvant. Moi, je vous vois toucher. Qu'est-ce qui vous touche? Non, mais plein de choses. Non, mais c'est l'accumulation là de tous ces gens. Et non, et puis ma sœur, c'est vrai que c'est aussi tout un parcours aussi qu'elle fait elle aussi, donc c'est émouvant. Et elle a fait un disque magnifique encore qui sort bientôt. Et non mais ça, je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est très gênant, mais non, mais c'est surtout voilà, c'est cette idée d'amour quoi qui fait qu'on existe. Bon, allez, on enchaîne. J'avais plein de questions encore, mais vous savez quoi, on va passer aux questions de notre public. Les internautes, via la page Facebook de 69 minutes sans chichi, vous adressent leurs questions et les plus chouettes d'entre elles sont en train de trépigner dans notre célèbre boîte à boules. Là. Alors, la voici, cette boîte à boules. Le principe est tout simple. En fait, vous devez plonger la main sans savoir quelle boule vous piochez, parce que l'une d'elles est dorée et elle contient la question gênante. Oh, ça continue encore. Attends, et comment on fait ça? Voilà, on plonge. Ça fait penser à des trucs, ça, quand même, non? Comment ça? Donc je prends n'importe quoi. Ouais, une boule. Oh, elle est très bien, vous avez très bien choisi. Vous voulez que je l'ouvre? Ouais. Je vous fais la lecture. C'est une question de Dorian. Est-ce qu'il y a une question que vous en avez marre qu'on vous pose? Sûrement. Ça me vient pas comme ça. Alors, les questions qu'on vous pose le plus souvent, tout simplement. Non, je sais pas. Je pense que j'en ai un peu marre quand on est un peu dans ce monde quantitatif, quand on parle des ventes je sais pas quoi, on est beaucoup dans les chiffres. Comme 13 victoires que j'ai pas cessé de vous asséner. Non, c'est plus, ouais, je dirais c'est vrai qu'on finit par, dans ce monde un peu fou, on finit par mélanger la quantité de vues d'un clip ou d'un machin avec la qualité d'un artiste. Enfin, on est quand même un peu en train de délirer, je trouve. Bien d'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu flippant, je trouve. Ok. Question suivante. Allez. Je vous laisse faire? Oui, tout à fait. Je fais ça très bien. Anaëlle, quel a été le plus beau moment de votre carrière? Bon, j'imagine que c'est pas facile. C'est délicat. Hein. C'est vrai que j'ai la chance de vivre un nombre d'intensité de moments forts, beaucoup. Je vais peut-être prendre le dernier, puisque j'ai quand même eu la chance d'être au Cirque d'Hiver, qui est le plus vieux cirque au monde, qui est encore existant, et qu'on a fait une série de concerts là-bas. J'ai eu pas mal d'invités, notamment ma fille qui est venue chanter. Ouais. Et c'est la première fois qu'on chantait comme ça. J'ai cette chanson, d'ailleurs, Billy, entre autres. Et voilà, de la voir justement s'épanouir, grandir sur scène aussi, c'était quand même un moment inouï. C'est chouette de choisir ce moment-là. Et je rappelle que, je ne sais pas si elle sera là, Billy, mais en tout cas, chez nous, on vous verra le 24 mai à Forêt Nationale. Encore une petite? Allez. Bon, c'est toujours pas la boule dorée. Vous échappez à la question gênante. Ah, génial. Une question de Sophie. Votre papa, qui est aussi du métier, ah bon, a-t-il essayé de vous dissuader de faire de la musique? Oui, non, pourquoi? Alors, mon père, effectivement, était
Justement, à l'époque, il nous a plutôt freiné à l'époque où on était avec Pierre et Julien et où des producteurs voulaient faire un disque pour nous. Ça, il a eu cette intelligence de ne pas nous jeter dans la fosse aux lions. Et d'un autre côté, il m'a dit un truc qui m'avait justement énervé une fois. Et ça l'avait... Mais c'était assez troublant parce que je me rappelle que lui, étant inquiet pour ses enfants, quand je lui ai dit que je voulais faire de la guitare, il m'avait dit une fois mais tu veux vraiment faire ça sérieusement? Je lui ai dit en tout cas, c'est une passion. Et il m'avait dit écoute, dans ce cas-là, il faut que tu sois le meilleur. Et c'est vrai que ça m'avait extrêmement choqué parce que je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et je m'étais énervé pour une fois. Et quelque part, voilà, je ne pense pas du tout être le meilleur, mais par contre, ça a dû agir dans l'idée de se transcender, quoi, de toujours... Parce qu'en fait, je ne crois pas du tout au génie, je crois que ça n'existe pas, mais je pense que le génie, c'est les gens qui travaillent un peu plus que les autres, je pense. Vous travaillez bien, en tout cas, vous travaillez beaucoup, vous travaillez un peu plus que plein de gens. Oui, c'est-à-dire que je vais vraiment je vais au bout du détail. Moi, c'est ce qu'on a compris aussi avec les témoignages de vos amis, dans cette espèce de profondeur avec laquelle vous traitez tout ce qui vous entoure, et de poésie aussi. Je rappelle que vous vivez poétiquement. Et ça, ce sera la phrase la plus belle que vous aurez dite ce soir, à mes yeux en tout cas, parce qu'elle m'a beaucoup touchée. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Là, comme ça, bien. D'abord, la santé, je veux dire, ça, c'est le moteur. Ouais. Et d'être un bon père, encore une fois. Enfin, de rester père et repère encore. C'est chouette, père et repère. Ouais. Et voilà, non, je sais pas, souhaiter de ne pas devenir trop con. Ça n'a pas l'air d'être en bonne voie, donc tout se passe bien de ce point de vue-là. Vous aurez le mot de la fin, c'est vous qui allez conclure l'émission. Moi, je fais d'abord ma petite tournée de merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission, à Dan et Oli en particulier, à notre public chéri. Merci du fond du cœur, vous avez été d'une énergie merveilleuse. Merci beaucoup, vraiment. La semaine prochaine, Burger Quiz mercredi, Grand Cactus jeudi, et puis dans 2 semaines, on va se revoir avec une nouvelle invitée. Alors à coup sûr, vous devez adorer sa voix, qui est une fontaine de cristal soyeux. Elle a été révélée par The Voice Belgique. Son 2e disque est exquis, c'est Alice on the Roof, une chanteuse douée, brillante et bourrée de poésie, elle aussi. C'est un poème ambulant, Alice on the Roof. Donc on va passer un moment merveilleux en sa compagnie. Voilà. Je clôt mon bec. Oui. Vous savez où est votre caméra et je vous laisse conclure l'émission comme vous le souhaitez. Non, mais effectivement, je dirais que c'est... Je dois la regarder, c'est ça, c'est mieux? Ouais, c'est... Ouais. D'accord. Elle est là, c'est ça. Ouais. Non, je dirais que simplement, ça fait du bien de changer d'air un peu, parce que c'est une autre humeur, encore une fois, un autre point de vue que les émissions que j'ai pu faire en France. Et c'est assez rare de faire une émission comme celle-là. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois. Donc, ça, en tout cas ici, en Belgique, ou en tout cas, c'est très rare. Enfin, parce que je vais dû en faire d'autres quand même. Je vais vexer des gens, donc c'est terrible. Mais je dirais que voilà, j'aime les premières fois, donc c'est quand même une première fois. Et que ça m'a, en tout cas, ému, peut-être les témoignages aussi. Et que c'est très, très rare quand je suis ému à la télévision comme ça. Donc voilà, je pense qu'on aura vécu ça ensemble. Chouette. Merci beaucoup.